$3. C'était tout ce qu'il restait à Adeline et Silas après 45 ans de mariage, après avoir vaincu le cancer, après avoir perdu leur maison à cause des dettes médicales. Ils ont dépensé chaque centime pour une cabane pourrie couverte de lierre sauvage que toute la ville qualifiait de déchets. Les gens les ont photographiés et ont publié les images en ligne. Ils les traitaient de fous, de séniles, de pathétiques. Mais Adeline a posé sa main sur son cœur et a murmuré que cet endroit leur était destiné. Ce qu'ils ont découvert caché à l'intérieur de ces murs en ruine allait prouver que les miracles ne choisissent pas les manoirs. Abonnez-vous maintenant car cette histoire va absolument vous transformer. Revenons au moment où tout s'est effondré pour Adeline et Silas et comment $3 sont devenus leur planche de salut. Adeline Carter était assise dans la salle d'attente du bureau d'aide sociale du comté tenant la main de Silas, essayant de ne pas pleurer. Elle avait 68 ans, il en avait 70. Jamais ils n'auraient imaginé que leur vie en arriverait là. Faire la queue pour une aide alimentaire, remplir des formulaires pour un logement d'urgence, admettre devant des inconnus qu'il leur restait exactement $3 et 17 cents. $3 et 17 cents, c'était tout ce qui restait de 45 ans de mariage et de décennies de dur labeur. L'employé, une femme fatiguée d'une quarantaine d'années, leva à peine les yeux. Non, Adeline et Silas Carter, dit Adeline doucement, motif de la demande d'aide. Adeline jeta un regard à Silas. Il hocha la tête, lui donnant la permission de raconter leur histoire une fois de plus. « Mon mari a eu un cancer, commença-t-elle, cancer du pancréas. Le traitement lui a sauvé la vie, mais il nous a tout coûté. » L'expression de l'employé s'adoucit. Il est en rémission maintenant, 8 mois sans rechute, dit Silas, sa voix rauque mais ferme. Mais les factures, il s'interrompit en secouant la tête. Les factures, c'était l'histoire de leurs 2 dernières années. Silas avait été agent d'entretien au lycée local pendant 30 ans, un travail stable et fiable, pas très bien payé mais régulier. Adeline avait travaillé à temps partiel à la bibliothèque. Ensemble, ils avaient possédé une petite maison dans la rue Maple, remboursée après 25 ans de crédit immobilier. Rien d'extraordinaire, mais confortable. Puis le diagnostic était tombé, cancer du pancréas, stade 3, 20% de chance de survie. Silas s'était battu à travers la chirurgie, à travers la chimiothérapie qui le rendait si malade qu'Adeline devait l'aider à aller aux toilettes, à travers la radiothérapie qui brûlait sa peau et volait ses forces. Il s'était battu et contre toute attente, il avait gagné. Mais la victoire leur avait coûté tout ce qu'ils possédaient, leurs économies $38 000 accumulées au fil des décennies, envolées en 6 mois. Ils avaient pris une deuxième hypothèque sur la maison. Quand cela n'avait pas suffi, ils avaient vendu la maison elle-même. L'employeur de Silas avait supprimé son poste pendant sa maladie. À 70 ans, personne ne voulait l'embaucher. L'appartement dans lequel ils avaient emménagé s'était avéré trop cher. Le mois dernier, l'expulsion. Depuis 3 semaines, ils dormaient dans leur voiture. Une Honda Accord de 1998 avec 370 000 km au compteur. La seule possession qu'il leur restait. L'employé imprima des formulaires et leur remit une liste de ressources. Église, association pour personnes âgées, aide alimentaire d'urgence. Adeline prit les papiers en silence. Dehors, l'air de novembre transperçait leur veste. Silas passa son bras autour des épaules d'Adeline. « On va trouver une solution » dit-il, bien que sa voix manquât de conviction. « On trouve toujours » Adeline sortit les $3 de son portefeuille et les regarda. $3 pouvaient acheter de l'essence ou de la nourriture, mais pas les deux. Et ils avaient besoin des deux. Silas démarra la voiture. Elle toussa avant de se mettre en marche à contre-cœur. « Roulons un peu, on verra peut-être quelque chose. » Ils traversèrent lentement Riverside, dans le Vermont, devant la bibliothèque où Adeline avait travaillé, devant le lycée où Silas avait entretenu les bâtiments et réparé des casiers pendant 30 ans, devant la petite maison de la rue Maple qui avait été la leur. Là, dit soudain Adeline, ce panneau, arrête-toi. Un panneau écrit à la main sur un poteau téléphonique indiquait « Vente successorale ». Tout doit partir, y compris les structures, sur le terrain, espèces uniquement. Adi, on a $3. Je sais, allons juste regarder, s'il te plaît. Quelque chose dans sa voix fit acquiescer Silas. La vente avait lieu à l'ancienne ferme Jenkins, en bordure de la ville. La cour bondée de gens fouillant parmi les meubles et la vaisselle. Tout était bien au-delà de leurs moyens. Ils allaient partir quand Adeline remarqua un petit panneau au fond de la propriété. Structure non désirée, petit bâtiment annexe, non entretenu, vendu en l'état, $5 ou meilleure offre. Ils marchèrent jusqu'au coin le plus reculé, là où le terrain rejoignait les bois épais. Là, presque invisible, sous un manteau de lierre sauvage et de chèvrefeuille, se trouvait une minuscule structure, peut-être 3 mètres sur 3. Des murs en vieux bois gris par le temps, un toit qui semblait prêt à s'effondrer, une fenêtre cassée, l'autre si couverte de crasse qu'elle en était opaque. Le responsable de la vente s'approcha. « Ça vous intéresse, ça? Qu'est-ce que c'est ?» demanda Adeline. C'était déjà là avant que Jenkins achète la propriété il y a 40 ans. Le panneau dit $5, mais si vous en avez 3, c'est à vous. J'ai juste besoin que ce soit débarrassé.
On le prend, dit Adeline fermement. Une petite foule s'était rassemblée. Madame Morrison, une riche nouvelle arrivante, s'approcha avec son mari, téléphone déjà levé. Vous venez d'acheter cette structure ? Sa voix dégoulinait de fausse compassion. Mais pourquoi ? Nous allons y vivre, dit Silas calmement. Monsieur, Morrison éclata de rire. Ce n'est pas une maison, c'est une boîte d'allumettes. Il prit des photos. Ça va sur Internet. On ne peut pas inventer un truc pareil. Le responsable revint avec un acte de vente manuscrit et une clé rouillée. Adeline tendit ses 3 derniers dollars, chaque centime qu'il possédait au monde, échangé contre une cabane couverte de lierre que personne d'autre ne voulait. En retournant vers la voiture, ils entendirent les murmures les suivre. Fou! Désespéré, pathétique. Adeline garda la tête haute, sa main dans celle de Silas, et continua de marcher. Dans la voiture, Silas resta silencieux un long moment, a dit « On vient de dépenser nos 3 derniers dollars pour une cabane qui n'est peut-être même pas solide. On n'a plus d'argent pour l'essence, plus d'argent pour manger. » Je sais. Alors pourquoi on a fait ça ? Adeline se tourna vers lui et Silas vit dans ses yeux quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des mois, de l'espoir. « Quand j'ai regardé cette structure, je n'ai pas vu des déchets, dit-elle doucement, je l'ai senti là. » Elle posa sa main sur son cœur. « Cet endroit est fait pour nous. » Silas étudia le visage de sa femme. 45 ans de mariage lui avaient appris la différence entre deviner et savoir. Là, elle savait. « D'accord, dit-il. Alors allons voir notre nouvelle maison. » Ce soir-là, ils conduisirent la Honda jusqu'à l'arrière de la propriété Jenkins, vers leur petite structure. De près, c'était encore pire, du lierre si épais qu'on ne distinguait plus où finissait la végétation et où commençait le bâtiment, du bois craquelé, gris argenté par le temps, la porte à peine visible sous les vignes. Silas arracha le lierre pendant qu'Adeline essayait la clé rouillée. Elle résista, puis finalement cliqueta. Il poussa la porte gonflée par l'humidité de son épaule. Elle s'ouvrit en grinçant sur des gonds qui n'avaient pas bougé depuis des décennies. L'odeur était accablante, moisissure, humidité et le parfum âcre d'un espace scellé depuis des années. Silas éclaira l'intérieur avec la lampe de son téléphone. De la terre et des feuilles mortes couvraient le sol. Des toiles d'araignées pendaient dans chaque coin, mais les murs étaient solides. Le plancher craquait, mais tenait bon. Le plafond était plus haut que prévu, peut-être 2,40 m, donnant au minuscule espace une impression surprenante de hauteur. Ils y dormirent cette première nuit, des sacs de couchage sur le sol, une lanterne entre eux, leurs quelques affaires transportées depuis la voiture. L'espace était si petit que leurs sacs de couchage se touchaient une fois posés côte à côte, mais c'était un abri. Un vrai abri avec des murs et un toit, et il était à eux. Adeline resta éveillée, utilisant la faible lumière de son téléphone pour étudier quelque chose qu'elle avait remarqué sur le mur du fond, des marques à peine visibles sous la crasse. Elle essuya délicatement avec sa manche et son souffle se coupa, gravé profondément dans le bois des lettres JW 1847. « Silas, murmura-t-elle, regarde ça. » Il se pencha. Des initiales et une date, 1847, presque 180 ans. Sous les initiales, encore plus effacées, d'autres mots apparurent à mesure qu'elle nettoyait. Pierre de fondation, première structure, Riverside. Ils se regardèrent dans la lumière de la lanterne. Cette petite cabane dont tout le monde s'était moqué était peut-être le plus ancien bâtiment de leur ville, la fondation même de Riverside. Le lendemain matin, ils marchèrent 5 km jusqu'en ville car l'essence coûtait de l'argent qu'ils n'avaient pas. Le bâtiment qui abritait à la fois la mairie et la bibliothèque municipale était une structure en briques des années 1920. La bibliothécaire à l'accueil, une jeune femme dont le badge indiquait Emily Chen, leva les yeux à leur entrée. « Nous cherchons des documents historiques sur Riverside datant de 1847, dit Adeline. Nous essayons d'identifier quelqu'un avec les initiales JW. » L'expression d'Emily passa de la politesse à un intérêt sincère. C'est très ancien pour cette région. La plupart de nos archives commencent dans les années 1870, mais nous avons quelques documents plus anciens dans la collection historique. Elle les conduisit dans une salle au fond et sortit plusieurs cartons. « Dites-moi si vous avez besoin de quelque chose. » Ils cherchèrent pendant 2 heures. Silas allait suggérer une pause quand Adeline poussa un cri. Elle avait trouvé une lettre datée de 1846, écrite d'une écriture soignée sur du papier jauni. La signature en bas était claire, Josiah Whitmore, J.W. souffla Adeline. La lettre décrivait les projets de Whitmore d'établir une colonie dans le Vermont, près d'un passage à gué utilisé par les trappeurs et les commerçants. Il y parlait de défricher la terre et de construire une structure temporaire servant à la fois d'abri et de comptoir commercial, une fondation pour la ville qu'il imaginait. Ils trouvèrent d'autres documents, un rapport d'arpentage de 1848 situait la structure originale de Whitmore sur la limite ouest de sa concession foncière, sur une légère élévation protégée des inondations. Adeline sortit leur acte de vente et compara la description
description du terrain aux anciennes cartes. L'emplacement correspondait exactement. Notre bâtiment, dit-elle lentement, est le comptoir commercial original de Josiah Whitmore, la première structure permanente de Riverside. Emily revint et écouta, les yeux écarquillés. « Les gens se sont moqués de vous, dit-elle. J'ai vu les publications en ligne, mais vous venez peut-être de faire la découverte historique de la décennie. 3 jours plus tard, en balayant le sol comme il le faisait chaque jour, le balai de Silas accrocha quelque chose, une lame de plancher un peu plus haute que les autres. Il la souleva avec précaution. En dessous se trouvait une cavité d'une quinzaine de centimètres de profondeur et à l'intérieur, un coffret en fer de la taille d'une mallette, lourd et rouillé. « Adi » appela-t-il. Viens voir, travaillant la serrure avec un tournevis, il finit par la forcer dans un grincement métallique. À l'intérieur, protégé de l'humidité depuis 177 ans, se trouvait un journal relié en cuir, plusieurs cartes dessinées à la main sur du papier épais, une liasse de correspondance nouée d'un ruban et des documents officiels portant des sceaux de cire. Adeline souleva le journal et l'ouvrit à la première page, journal de Josiah Whitmore, comptoir commercial, colonie de Riverside, en l'an de grâce 1847. Il n'avait pas acheté des déchets pour 3 $, ils avaient acheté un morceau d'histoire, et l'histoire, comme ils allaient le découvrir, n'avait pas de prix. En l'espace d'une semaine, les experts commencèrent à arriver. Emily Chen avait passé des appels à la Société historique du Vermont, à un professeur de droit immobilier, à l'université, au bureau de préservation historique de l'État. Les réponses étaient unanimes. Cela nécessitait une évaluation professionnelle immédiate. Le docteur Patricia Morrison de la Société historique passa 4 heures à examiner la structure, le journal, les documents et l'inscription gravée. Elle compara l'écriture de Whitmore dans le journal avec les lettres trouvées dans les archives. Finalement, elle leva les yeux. « C'est authentifié », dit-elle. « C'est absolument le comptoir commercial de Josiah Whitmore, la structure fondatrice de Riverside. Ces documents sont des pièces d'époque authentiques. J'ai examiné suffisamment de travaux de Whitmore pour en être certaine. » Le professeur Andrew Kim, spécialiste en droit immobilier à l'Université du Vermont, arriva ensuite. Il passa des heures à lire la concession foncière et la charte, les recoupant avec le code juridique du Vermont, puis il s'assit avec Adeline et Silas devant leur minuscule maison. « Je dois être clair, dit-il, je ne suis pas votre avocat, mais d'après ce que je vois, vous avez un droit juridique très solide sur certains droits historiques associés à cette propriété. » « Quel genre de droit ?» demanda Silas. La concession originale accordait à Whitmore la propriété de 260 hectares le long de la rivière White. La charte accordait des droits perpétuels de passage sur la rivière. Plus important encore, la concession incluait les droits miniers sur l'ensemble du terrain, des droits qui n'ont jamais été correctement transférés lorsque ces terres ont été subdivisées et vendues au fil des décennies. Il sortit une carte moderne et la superposa à celle de Whitmore. Une part importante de la ville actuelle de Riverside se trouvait sur ce qui avait été les terres de Whitmore. J'estime que vous disposez d'un droit juridique potentiellement évalué entre 2 et 3 millions de dollars. Adeline et Silas restèrent silencieux. 2 à 3 millions de dollars pour un achat à 3 $ dont tout le monde s'était moqué. La découverte ne pouvait pas rester secrète. En quelques jours, le conseil municipal convoqua une réunion d'urgence. La salle était bondée. Adeline et Silas étaient assis au premier rang, invités par la mairesse Patricia Hendricks. Leur avocate, Sarah Chen, spécialiste en droit de propriété historique, qui avait pris leur dossier gracieusement, était assise à leur côté. Le conseiller Robert Drake, promoteur immobilier, prit la parole en premier. « Nous devrions acquérir la structure, elle appartient à la ville, nous l'achèterons au Carter à un prix juste et en ferons un site historique municipal. » Emily Chen se leva dans l'assistance. Les Carter sont propriétaires légaux. La ville a eu des décennies pour reconnaître cette structure et ne l'a pas fait. Ils ont vu ce que tout le monde avait manqué. Ils ne nous doivent rien. Ils l'ont payé 3 $, rétorqua Drake. C'était tout ce qu'ils avaient, répondit Emily, et c'est 3 $ de plus que quiconque était prêt à payer. La mairesse Hendricks rétablit l'ordre, puis elle regarda Adeline. « Madame Carter, vous avez demandé à vous adresser au conseil. » Adeline se leva lentement. Elle s'était habillée avec soin, ses cheveux gris joliment coiffés. Silas pensa qu'elle ressemblait à la femme forte et confiante qu'il avait épousée 45 ans plus tôt. Elle joignit les mains et commença. « Il y a 3 mois, mon mari et moi avons acheté une petite structure pour 3 $. Tout l'argent que nous avions au monde, nous avions tout perdu à cause des dettes médicales. Nous vivions dans notre voiture, nous étions désespérés. » Elle fit une pause, regardant autour de la salle. « Beaucoup d'entre vous ont ri de nous, vous avez pris des photos et les avez publiées en ligne. Vous nous avez traités de fous.
Plusieurs personnes eurent la décence de baisser les yeux. Nous avons maintenant un droit juridique sur des droits d'une valeur d'environ 3 millions de dollars. On nous a proposé des sommes considérables. Elle serra la main de Silas. Mais nous avons pris des décisions. Tout propriétaire situé sur la concession originale de Whitmore pourra acheter un titre clair sur ses droits miniers pour 100 dollars par parcelle. Nous faisons don des droits d'accès à l'eau à la ville de Riverside à perpétuité. L'eau doit appartenir à tous. La salle devint silencieuse. Et nous créons la Fondation Whitmore, une association à but non lucratif dédiée à la préservation du comptoir commercial et à l'aide aux personnes âgées en difficulté, aide d'urgence, nourriture, soutien médical, pour qu'aucun couple de personnes âgées n'ait jamais à traverser seul ce que Silas et moi avons vécu. La mairesse Hendrix essuya ses larmes. C'est l'un des actes les plus généreux dont j'ai été témoin en 30 ans de service public. Et je pense que nous devons tous des excuses aux Carter. Nous nous sommes moqués d'eux. Nous les avons traités comme des moins que rien parce qu'ils étaient pauvres. Ils ont répondu par la grâce. Le conseil vota à l'unanimité pour soutenir la fondation. Ensuite, les gens firent la queue pour leur serrer la main, s'excuser, proposer leur aide. Les Morrison s'approchèrent en dernier, hésitant. « Madame Carter, dit Madame Morrison doucement, ce que nous avons fait, prendre des photos, publier en ligne, se moquer de vous, c'était cruel et injuste. Nous avons honte. » « Merci de le dire, répondit Adeline. Nous vous pardonnons. Nous aimerions faire un don à votre fondation, ajouta Monsieur Morrison. Nous voulons participer à réparer les choses. Nous l'acceptons, dit Silas, et nous l'utiliserons pour aider quelqu'un qui en a besoin. En sortant de la mairie ce soir-là, Adeline serra la main de Silas. 3 mois plus tôt, ils avaient 3 dollars et aucun avenir. Maintenant, ils avaient tout ce qui comptait vraiment. Pas des millions sur un compte en banque, quelque chose de mieux, un but, de la dignité et la chance de s'assurer que personne d'autre ne passerait entre les mailles du filet comme ils avaient failli le faire. 1 an après avoir acheté le comptoir commercial Whitmore pour 3 dollars, Adeline et Silas étaient assis sur le porche nouvellement construit de leur maison restaurée, regardant le soleil se coucher sur Riverside. La transformation avait été remarquable. La minuscule structure, toujours seulement 10 mètres carrés, avait été amoureusement restaurée grâce à la subvention de préservation et aux dons qui avaient suivi leur histoire. Le bois patiné avait été traité et préservé. Le toit réparé avec des matériaux historiquement appropriés. Les fenêtres restaurées avec du verre d'époque. À l'intérieur, les initiales gravées et l'inscription de la pierre de fondation étaient soigneusement mises en valeur derrière des panneaux protecteurs. La lame de plancher sous laquelle ils avaient trouvé le coffret de Whitmore était marquée d'une plaque en laiton racontant l'histoire de la découverte, mais la structure originale n'était plus qu'une partie d'un ensemble plus vaste. Grâce aux fonds provenant des règlements des droits miniers et aux généreuses contributions des habitants de Riverside, dont un don substantiel des Morrison, la fondation Whitmore avait construit un centre communautaire sur le terrain adjacent. Un garde-manger occupait une aile. Un fonds d'urgence aidait les personnes âgées confrontées à des coupures de service ou des crises médicales. La fondation employait 3 personnes. Emily Chen avait quitté son poste d'enseignante pour en devenir la directrice. Une assistante sociale et une assistante administrative complétaient la petite équipe. Mais Adeline et Silas restaient le cœur de l'opération, vivant sur place et travaillant chaque jour. En 12 mois, ils avaient aidé 37 personnes âgées et couples à Riverside. De petites aides pour la plupart, payer une facture d'électricité en retard, fournir un mois de provisions, couvrir des frais de médicaments que l'assurance ne prenait pas en charge. Chacune faisait une différence qui ne se mesurait pas en dollars. Maintenant, assis ensemble, tandis que le jour s'achevait, Silas sortit quelque chose de sa poche, un simple cadre en bois d'environ 10 cm sur 15. À l'intérieur, un billet d'1 dollar. Je l'ai gardé, dit-il, de nos 3 dollars. Je l'ai toujours eu dans mon portefeuille. Je l'ai fait encadrer la semaine dernière. Il l'accrocha à un clou à côté de leur porte d'entrée. En dessous, il fixa une petite plaque en laiton où l'on pouvait lire « La valeur d'une chose ne se mesure pas à son prix. Elle se mesure à ce que vous êtes prêt à y voir. » Adeline sourit et s'appuya contre son épaule. On a fait du chemin depuis les nuits dans la Honda. Ça oui, acquiesça Silas. Il resta silencieux un moment. Tu regrettes parfois de ne pas avoir pris tout l'argent et être parti quelque part au chaud. On pourrait être en Floride en ce moment. Pas une seconde, dit Adeline. C'est exactement là que nous devons être. Une voiture se gara sur le parking en gravier. Émilie, qui arrivait avec les dossiers d'accueil de la semaine, elle leur fit un signe et disparut dans le bâtiment principal. Tu sais ce que j'ai appris, dit Adeline pensivement, quand on avait tout, la maison, les économies, la stabilité, je pensais que c'était ça, la sécurité. Mais quand on a tout perdu, quand on en était réduit à 3 dollars et à dormir dans notre voiture, j'ai appris quelque chose que je n'aurais jamais appris autrement. Quoi donc ? La sécurité, ce n'est pas combien on possède, c'est ce qu'on fait de ce qu'on reçoit. On a reçu ce miracle et l'utiliser pour aider les autres. Ça, c'est une richesse qu'on ne pourra jamais nous enlever.
Silas regarda la petite structure derrière eux. Je me souviens quand tout le monde riait de nous, la boîte d'allumettes, comme il disait. Et maintenant, c'est le bâtiment le plus important de Riverside, dit Adeline, pas à cause de sa taille, à cause de ce qu'il représente, que quelque chose de petit peut être le début de quelque chose d'extraordinaire. Comme 3 $, dit Silas. Comme 3 $, confirma Adeline. Ils restèrent assis ensemble dans un silence paisible tandis que la nuit tombait et que les lumières s'allumaient dans la vallée en contrebas. La ville de Riverside s'étendait devant eux, bâtie sur des terres qui avaient autrefois appartenu à Josiah Whitmore, né de la graine du petit comptoir commercial qui se dressait toujours derrière eux. Une structure qui avait été oubliée, jugée sans valeur, couverte de lierre et laissée à l'abandon jusqu'à ce que 2 personnes qui n'avaient rien d'autre que 3 $ aient la foi voir ce que tous les autres avaient manqué. Pour tous ceux qui traversent des circonstances impossibles en ce moment, souvenez-vous d'Adeline et Silas. Souvenez-vous que vos 3 derniers dollars pourraient être le début de quelque chose d'incroyable si vous êtes assez courageux pour investir dans la foi plutôt que de céder à la peur. Souvenez-vous que ce que tout le monde rejette comme sans valeur pourrait être inestimable si vous êtes prêt à regarder de plus près, à travailler plus dur et à croire quand personne d'autre n'y croit. Les miracles ne choisissent pas les manoirs, ils choisissent les courageux, les croyants, ceux qui refusent de mesurer la valeur aux étiquettes de prix ou d'écouter quand le monde entier dit qu'ils ont tort. Adeline et Silas ont acheté à 10 mètres carrés de bois pourri pour 3 $ alors qu'ils vivaient dans leur voiture. 1 an plus tard, ils dirigeaient une fondation florissante, possédaient un monument historique restauré et avaient gagné le respect de toute une ville. Pas parce qu'ils avaient eu de la chance, parce qu'ils avaient eu une vision. La prochaine fois que vous serez tenté d'abandonner parce qu'il ne vous reste plus rien, souvenez-vous que 3 $ ont tout changé pour 2 personnes que le monde avait déjà abandonnées. La valeur ne se mesure pas à ce que quelque chose coûte, elle se mesure à ce que vous êtes prêt à y voir. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de croire qu'il n'est jamais trop tard. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une histoire sur la foi, les secondes chances et les miracles qui arrivent quand on refuse d'abandonner. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà vu de la valeur là où les autres ne voyaient rien? Quelqu'un qui lira vos mots en a peut-être besoin aujourd'hui.